Ignorer veut dire qu'il faut tout simplement sacrifier ces gens-là. On n'a pas le droit. Ceux qui devraient nourrir la population sont eux-mêmes affamés. Il faut se rendre compte qu'on est dans une situation qui est effectivement au quotidien génocidaire. On a ouvert les marchés et on a créé et jeté les agriculteurs dans une compétition. C'est les grosses sociétés qui font de l'argent sur le dos des petits agriculteurs qui sont en place. Mas com uma consequência social e ambiental muito grande. Les poules sont tuées à l'abattoir à Turnhout pour aller vers l'Afrique, pour manger en Afrique. Donc il y a quelque chose qui n'est plus normal dans le système. Comment nourrir demain 9 milliards de personnes? nourrir le monde. Il va nourrir le monde. Dans tous les pays, on sait qu'on peut produire suffisamment pour que les gens mangent. Je suis Père Alpha Mazenga, missionnaire du Verbe et du Vin au Congo. Depuis juillet 2007, je travaille comme directeur général de l'œuvre de reclassement et protection des enfants de la rue, hors pair en sigle, à Kinshasa, République démocratique du Congo. J'avais déjà l'habitude en famille. Quand je suis arrivé, j'ai vu que les enfants avaient beaucoup de problèmes et qu'il fallait trouver un moyen, pas seulement les moyens éducatifs et tout ce que nous avons mis en place, mais aussi quelque chose d'agricole qui pourrait les aider à sortir aussi de leur situation. Et aussi par le conseil des uns des autres, surtout de Mme Josiane, qui a commencé avec une formation professionnelle maraîchère, qui a renforcé aussi cette idée d'avoir une ferme. La ferme de leur père est située à la périphérie ouest de Kinshasa, ça c'est vers Gilles et Brasserie, vers le village Mbolo, dans la commune de Lansele. Bon, on a passé à plusieurs étapes, il y a eu beaucoup de gens. Avant c'était les anciens jeunes de la rue. Après, puisqu'on voulait vraiment rentabiliser les efforts, on a engagé quelques personnes. Il y a au total, au jour d'aujourd'hui, prenons en moyenne 5 personnes qui y travaillent. Puisqu'il y a un vétérinaire,
une garde champêtre, un autre qui fait des manœuvres pour le nettoyage du terrain et 2 journaliers. En total, 5 personnes qui travaillent. Nous avons l'élevage porcin, le volaille, notamment le poulailler, et puis les étangs. Ça, c'est quelques cultures, mais ce n'est pas encore très développé, le maraîchage. Ce n'est pas encore très développé, mais on est en voie de commencer cette culture. Mais pour le moment, on a l'élevage porcin, et des volailles avec le poulailler et les étangs, les poissons, la pisciculture. Et toi, tu t'occupes de la ferme depuis combien de temps? Ça fait 3 mois et quelques semaines. Et quel était ton métier avant? Avant, comme j'ai fait le développement rural, j'ai travaillé aussi avant dans un élevage de jésuites où il y avait l'élevage de bovins. De là, quand j'ai terminé après la guerre à l'arrivée de l'AFDEL, la guerre qu'on appelle de libération, c'est là où l'outil de travail était pillé. Donc on était obligé de se débrouiller autrement. C'est comme ça que je suis revenu à Kim. Et ici, on m'a recommandé de venir travailler ici parce qu'il n'y avait personne, comme gérant de cette ferme. C'est fait aussi pour ravitailler Kinshasa. Dans les quartiers où nous sommes, beaucoup de gens viennent aussi acheter les produits de là. Ici, c'est le poulailler. Nous avons les poules qui sont là, au premier lot. Celle ici, on l'avait blessée, c'est pourquoi on l'a isolée, on l'a mis dans le couloir. Combien? Les œufs. Oui, et là, il y a 12 plateaux. 12 plateaux, 2. Là, on doit chercher notre carton, on doit mettre. Tu n'as pas eu notre carton? Carton de madame, après ça, non. Et ça, le bande de place au tchèque, c'est le volailler, hein. Il travaille ici, comme il est occupé à aider M. Feli. C'est pour cette raison. Et tu notes ce que tu vas envoyer? Oui, je fais un bordereau de livraison. Oui. Les porcs, nous avons 29 porcs et 6 porcelets. Et nous les nourrissons 2 fois. On leur donne l'aliment et puis après-midi, vers 17 h, on leur ajoute un peu de fourrage. Même pour les poules, on leur donne 2 fois l'aliment. Le matin et le soir. Le matin vers 6 h, leur donner et le soir vers 14 h, 15 h, vous les rajoutez un peu. Combien? Nous avons 385 poules. Et combien d'œufs ça fait? Par semaine, nous avons environ de 75 plateaux par semaine. Comme la saison de sèche. Pendant la saison de pluie, on faisait 80 plateaux par semaine. Celui-ci est en train de le blesser. Parce qu'on sait. Alors c'est pourquoi je préfère le mettre dans le couloir pour qu'on ne la tue pas. Et donc vous faites pas trop de légumes alors? Non, un peu, pas trop. Pour quelle raison? La raison est que nous sommes à 3. Pour le 3, nous ne parvenons pas à nous dépenser, à faire le potager et revenir. D'abord, nous commençons par le poulailler à 6 h.
Nous 3, dès que nous terminons, on peut faire le sarclage, entretien de route, ou aller sarcler même les étangs. Après, à 11 h, nous entrons à la porcherie, nettoyer, les nourrir aussi. Alors, on attend le soir, vers 16 h, on revient au poulailler pour le nourrir. C'est dans ce sens que nous sommes vraiment, le nombre est minime. Quels sont les partenariats qui ont été noués ou qui sont noués actuellement pour l'exploitation de cette ferme? Oui, il y en a beaucoup, sans lesquels nous ne pouvons pas arriver à construire la ferme aujourd'hui à 80%, comme je l'ai dit. D'abord, le début, c'était avec l'ambassade de Pays-Bas, en RDC, et puis la commune de Diepenbeek en Belgique, qui nous ont aidés à construire le poulailler, la porcherie, les 2 maisons de travail qu'il y a, les douches, les sanitaires en bref, et l'infirmerie aujourd'hui. Il y a aussi l'ambassade de la République française en RDC, qui nous a aidé à construire les doctorats pour les enfants. Beaucoup de partenaires, sans compter les uns les autres, les ambassades ici qui nous aident, les partenaires du Nord qui nous aident, qui contribuent d'une manière ou d'une autre à constituer le fonds pour payer la main-d'œuvre de tous ces gens qui y travaillent. Tout ce que nous faisons là-bas comme travail, c'est pour nourrir les enfants, trouver des moyens et nourrir les enfants. Et ce qui est produit sans engrais chimiques. Leur père est une famille et tout ce que nous faisons, c'est pour cette famille-là. Il y a des potagers, petits jardins où on développe des légumes. Il y a aussi des feuilles de manioc qui se développent là. Et il y a une légume spécial qu'on ne trouve pas peut-être ailleurs, ça s'appelle matembele bangi, que je vois qu'on fait développer là-bas. Et ce jour-là, les enfants, ce jour-ci, pendant que les enfants sont en colonie, ils ne vivent que de cela, on n'achète pas. Je pense que c'est une manière, ces sortes de légumes aident à la vie, à l'alimentation des enfants. Ça, c'est les moringues aussi qu'on a plantés. Pour nourrir, à côté là, nous avons planté aussi des safoutiers. Dès que je suis arrivé, c'est ça que je suis en train de dire. Ça, là, vous pouvez venir voir. Voilà. Les safoutiers. Nous avons planté ça beaucoup. Comme les bananes, les bananeraies, les rejets de bananes aussi, on en a beaucoup. On a planté beaucoup. Et vous vendez? Non. Non. Dès que tout ce que nous produisons, ça va à Kinshasa, à la direction. C'est pour les centres. De leur père? De leur père. Et pour vous ici aussi? Nous, la grande partie, ça doit partir là-bas. Sauf quelques... les miettes, disons, nous, on peut prendre ce qui reste. Ça, c'est le plate-bande de légumes, amarante doux. Même ça. Et matembele? Matembele, c'est ça? Ici, c'est la patate douce qu'on a plantée. Patate douce. À part ça, il y a aussi à travers nos plates-bandes. C'est ça. On a multiplié ça comme il y avait des billons, on a multiplié ça à travers notre plantation. C'est ça. Comme ça, pendant la saison de pluie, nous n'aurons pas beaucoup de problèmes. Même s'il pleut, on peut cueillir, on donne au port. Après quelques mois, on peut voir si ça donne des patates douces en bas. On peut prendre aussi, ça peut être rentable aussi pour le centre. Et est-ce qu'il y a toujours les ruches pour le miel? Non, là, ce projet-là, ce n'est plus opérationnel. Et la pisciculture, vous pouvez? Oui, la pisciculture est là. Nous sommes tentés de faire la pisciculture.
Oui. Oui, mais au mois d'août, je crois qu'on doit vider le sétang. Puisque le 3 sétang que nous avons d'abord là-bas. Et qu'est-ce que vous avez comme poisson? Nous avons les tilapias. Presque c'est les tilapias qu'on a ensemencés dans ces étangs. Et vous allez tous les ramasser? Oui, ramasser puis mettre, alimenter les 2 étangs qu'on vient d'arranger là-bas. Vous avez vu les 2 premiers là-bas. On doit les alimenter sur poisson. Et vous les sortez de l'étang pour les consommer tous les combien? Non, ça dépend de la qualité de poisson qu'on élève. Pour les tilapias, c'est au mois d'août au moins. On doit vider l'étang. Donc on vide, on avise la direction, le véhicule vient, on vide, on ramène ça à Kinshasa. S'ils veulent qu'on vende aux gens qui sont dans les parages, il y aura une balance, on pèse, ils payent. C'est comme les poules, si quelqu'un veut payer quand on vend, on le vend. Comme ça, l'argent entre, on envoie à Kinshasa. Par exemple, il y a une poule qui était cassée, l'argent est ici. Je vais envoyer à Kinshasa. Tu as vendu une poule cassée? Une poule cassée, oui. Et les villageois, ils vous aident des fois? Les villageois, quelquefois, ils sont tenaces. Hein. Et après, quelquefois, nous-mêmes, on se démène. Hein. Peut-être les mamans nous aident quelquefois au sarclage. Voilà. Quand nous demandons, les mamans viennent, ils vont sarcler. Mais les hommes, trop capricieux, puis ils ne font pas, ils ne jouent pas très bien le rôle. Trop de raisons, alors ça ne va pas. Et ils viennent se servir de l'eau ici ou pas? L'eau, oui, quelques familles passent. Même ceux qui vont au champ, s'ils manquent d'eau, ils passent, ils nous demandent, ils prennent de l'eau pour boire, ils s'en vont. Donc le forage, depuis qu'il y a eu un forage ou une citerne, et vous avez mis une citerne, c'est ça? Oui, il y a une citerne qui nous alimente. Et maintenant, c'est cette eau-là que même les enfants qui viendront vont utiliser. Justement, est-ce que vous pensez que cette agriculture familiale peut compenser tout ce que peut produire l'agriculture intensive? Normalement, c'est la lutte contre cette culture intensive dont on parle, la monoculture, je voulais dire, puisqu'on a tout, mais dans un ensemble cohérent. Il y a des palmiers, il y a tout ce que j'avais cité avant là, toutes sortes de cultures qu'on fait, mais dans un endroit, dans un ensemble cohérent. Je pense que nous sommes à l'encontre de cette monoculture et nous travaillons pour la polyculture, mais en respectant les règles de l'environnement, sans le polluer. Voilà, je pense bien que nous gardons ça en tête pour travailler la polyculture et respecter les normes de l'environnement. Les polluer. Et est-ce que justement dans cette agriculture familiale, les villageois sont impliqués dans les travaux de votre ferme? Est-ce que ça peut profiter aux villageois, aux villages environnants? Oui, ça profite puisque nous ne vendons pas seulement pour nous-mêmes. C'est quand on vend pour tout le monde. D'ailleurs, ce sont les premiers bénéficiaires quand on abat une bête là-bas, et ce sont les premiers qui viennent acheter. Et d'ailleurs, le travail qui se fait, c'est avec leur main-d'œuvre. J'ai parlé de journalistes, sont des villageois de là-bas. Et si on veut élaborer une grande étendue, on recourt à cette main-d'œuvre villageoise. Donc, ils sont vraiment impliqués et ils sont en même temps, les laboureurs en même temps, et même les acheteurs, le premier consommateur de tout ce qui est produit à la ferme. Et vous avez installé de l'eau? Et est-ce que les villageois ont la possibilité d'aller chercher de l'eau chez vous ou c'est pas encore en projet ou c'est juste un projet? C'est en réflexion. C'est en réflexion, puisque ça nous a coûté quand même beaucoup d'argent. On ne voulait pas donner gratuitement. Là, on est en train de mettre la stratégie en place, puisqu'on pense associer le chef du village pour voir comment ces villageois peuvent se procurer de l'eau potable, bien sûr moyennant un montant, un vilain prix, comme ça je peux le dire, pour la contribution. On ne veut pas aussi que ça soit gratuit, que ça nous coûte cher, mais avec un prix raisonnable. Et nous sommes en train de réfléchir, c'est en cours. Et je crois également qu'il y a un bâtiment qui a été construit, un dispensaire, et qui aurait peut-être une utilité au-delà des services pour leur père.
Oui, normalement on a construit ces lieux, ce centre d'accueil, cette infirmerie dont vous parlez. C'est pour aider les enfants pendant qu'ils sont là en colonie. Garder un édifice comme ça, sans produit, c'est difficile. C'est pourquoi nous pensons que ça va profiter aussi aux villageois, dans le sens où que quand les enfants ne sont pas là pour les colonies au bout et les autres activités, pendant les jours de l'année, l'infirmerie peut profiter aux villageois et encore une fois, moyennant un prix très raisonnable et abordable à tout le monde. Même en troc, on peut faire un troc. Je pense que s'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent amener une poule pour avoir l'accès aux soins. Ils peuvent amener un bien de cossettes de manioc, pourquoi pas, pour accéder aux soins de santé. Donc, ça sera aussi, l'infirmerie sera ouverte aux villageois et pour cela, mais moyennant un prix très raisonnable et abordable pour tous. Alors, cette ferme qui est un exemple, donc, comme vous venez de le décrire, d'agriculture familiale, est également, je crois, une ferme éducative. En quoi ça consiste qu'elle soit une ferme éducative? D'abord, avant tout, c'est une ferme éducative. Éducative dans ce sens que nous avons conçu l'idée que cette ferme puisse nous servir de lieu de stage, puisqu'on a formé des enfants en culture maraîchère, en agriculture et tout ça. On trouve difficilement des places pour faire le stage. Donc la ferme est éducative puisque les enfants auront un lieu de stage pour leurs études et aussi un lieu d'emploi pour les villageois et les enfants qui ont difficile à trouver de l'emploi. Et bien sûr, à la fin, c'est aussi une ferme d'autofinancement de leur père pour régénérer le revenu propre à leur père. Colonie, colonie, colonie. Colonie, colonie, colonie. Biswali mikosa e mama kiko. Colonie, colonie, colonie. Mais d'abord, nous avons constaté depuis un certain temps, 32 ans d'existence, chaque année, leur père a organisé des colonies de vacances pour les enfants. Et cela nous coûte cher en organisant ailleurs. Une autre idée qui est venue, en plus de ce que j'avais dit par rapport à ça, c'est aussi épargner le fonds par rapport à l'organisation des colonies des enfants, des vacances des enfants. Depuis 2 ans déjà, nous tenons nos colonies de vacances là-bas avec le financement de Cœur Soleil qui sont tenus 2 ans consécutifs à la ferme de leur père. C'est une manière aussi pour montrer que cette ferme est ferme éducative pour les enfants. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont organisées pendant ces temps de colonie et c'est cela, une autre raison pour laquelle la ferme est éducative, c'est cela, l'organisation de ces colonies de vacances. Et aussi d'autres groupes, comme j'avais dit, le mouvement des jeunes qui viennent aussi s'inspirer ou bien se restaurer cette paix qu'il y a à la ferme de leur père et pour d'autres formations sportives, culturelles de tout le monde, et surtout des jeunes. Aujourd'hui, nous allons manger les riz avec haricots. Voilà, on a ici les enfants seront rassasiés parce qu'il y a beaucoup. Hein. Pour un enfant, la colonie, c'est vraiment spécial. C'est la fête. Quand on est ici, c'est la fête. Combien d'enfants? On ne mange pas comme à la maison, avec un effectif de 150 enfants. Yes! On va encore une fois aider les enfants à connaître la culture congolaise. Donc le sous-thème c'est l'agriculture familiale, mais le thème c'est le royaume Congo. Pas le royaume Congo avec K, mais le royaume Congo. Parce que le royaume Congo est vraiment limité, mais nous disons le royaume Congo parce que nous voulons mélanger toutes les cultures de la RDC. C'est avec un sentiment de joie, doublé d'une satisfaction indescriptible, que je prononce ce mot de circonstance à l'occasion de l'inauguration de ce dortoir dont la construction a été financée par le Fonds social de développement 2012 de l'ambassade de France en RDC. Cette ferme de 7 hectares comprenait, outre une forêt, des arbres fruitiers,
les vestiges d'une activité agro-pastorale à l'abandon. Avec le vaste programme de réhabilitation et de valorisation, nous avons aménagé la voie d'accès intérieure, les étangs, mais aussi construit un poulailler d'une capacité de 1000 poules pondeuses grâce au financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en RDC. Une porcherie de 32 loges, des maisons en matériaux durables et les installations de panneaux solaires grâce à la commune de Dipembeek en Belgique. Nous avons aussi forgé un puits d'eau filtrant. L'association Cœur Soleil de Pessac en France, dont je salue la présence de la présidente, Madame Josiane Pérez, sur ces lieux, nous a aidés pour l'élaboration d'un projet tripartite appelé POX, de formation professionnelle d'une trentaine de jeunes à motiver et conduire à l'achat de ce terrain. Par ailleurs, depuis 12 ans, cette association aide au financement des colonies de vacances de leurs pères, lesquelles se déroulent à la ferme la deuxième année consécutive. C'est pour ça que la coopération française soutient les structures congolaises depuis maintenant plusieurs années. Il y a une salite coopération française, ils allaient au Salissa, Masanga, ou ils allaient il y a Congo, Kokamba, Musala Yaban. La principale raison, c'est on va dire la confiance que nous avons envers la jeunesse du Congo. Là, je viens représenter le gouvernement congolais à travers le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfance et des Affaires sociales. Nous sommes heureux de voir le soutien, l'appui de la France aux efforts du gouvernement à travers les acteurs locaux. Nous savons que nous avons beaucoup à faire. Ce phénomène des enfants de la rue, c'est un phénomène vraiment important, un phénomène où nous devons vraiment mobiliser des efforts, des moyens pour éradiquer cela dans notre pays. C'est un fléau. Les fonds sociaux du développement, qui est l'œuvre de l'ambassade de la République française, qui s'est donné corps et âme pour sauvegarder les âmes de nos petits-enfants. Le message que je peux dire ici, dans la vie, on ne peut pas négliger les activités agro-pastorales. On a tendance de parler de l'urbanisation, de mondialisation, sans impliquer ces choses-là dedans. Mais je pense que la terre guérit la personne humaine. La personne humaine qui est en contact avec la terre, je pense que c'est un homme intègre. Bien sûr, l'industrie est là, la science est là, on peut se développer, mais je pense que dans la vie de la personne humaine, on ne peut pas négliger cet aspect agraire de la vie de l'homme. On veut remplir le monde avec de béton. Partout où nous passons, il n'y a que de béton. On oublie que l'espace vert, dans un coin de la parcelle, est important. Le monde aujourd'hui se chauffe par-ci, par-là, où le climat change, puisqu'on a négligé l'agriculture. D'éviter souvent à pratiquer des produits chimiques qui nous détruisent à temps contre temps, à faire très attention. Et au moins chacun peut planter une plante. Que si en famille vous êtes 10, que dans chaque coin un enfant plante une plante, ça sera une bonne chose pour la vie de la personne humaine dans l'avenir. Nous avons besoin de l'oxygène. Oh, chez nous, soyez les bienvenus, chez nous, soyez les bienvenus. Nous vous accueillons en famille, chez nous, soyez chez nous. Nous vous accueillons sincèrement. Bonne arrivée ici chez nous. Nous vous accueillons paisément. Bonne arrivée en colonie. Chez nous, soyez les bienvenus, chez nous, soyez les bienvenus. Nous vous accueillons en famille, chez nous, soyez les bienvenus.